Monsieur le Président, dans le contexte actuel, j'aimerais mieux poser d'autres questions que celles que je vais poser, mais l'affaire Benalla n'en finit pas de rebondir. Elle revient de tous côtés et c'est bien, je crois, une affaire d'État puisqu'elle concerne les plus hauts sommets de ce pays. Hier, nous apprenions la démission d'Ismaël Emelien, conseiller spécial du président, officiellement pour écrire un ouvrage. Très bien. En réalité, vous savez qu'il a été destinataire d'images illégales du 1er mai obtenues auprès de la police. Hier, c'était encore le patron de Velours, cette société un peu interlope qui dénonce un contrat entre Benalla, Cras et d'autres et qui assure, c'est le plus grave, que M. Benalla est le bénéficiaire, l'instigateur de ce contrat de 2 millions d'euros qui a été passé avec certains Russes, alors qu'il était encore en fonction. Vous voyez le mélange des genres, vous voyez peut-être même l'atteinte à notre souveraineté. La semaine dernière, Monsieur le Premier ministre, c'est votre propre chef de la sécurité, votre propre chef qui est contraint de démissionner. Son conjoint est suspendu car il serait mêlé au fameux contrat que je viens d'évoquer. Faut-il rappeler les précédents épisodes, les 3 ou 4 contrats passés ici ou là, les déplacements 23-24, quels voyageurs en Afrique, le passeport, et puis ce coffre-fort fort opportunément enlevé au bon moment, et puis cette commission d'enquête de l'Assemblée qui n'a pas pu se réunir pour auditionner M. Benalla. On voit bien pourquoi, puisqu'il s'est parjuré plusieurs fois devant le Sénat, et vous-même, vous étiez, Monsieur le Premier ministre, à la Maison de la Chimie le 21 juillet, quand un peu bravache, le président de la République a dit qu'il vienne me chercher. Eh bien, qu'il vienne me chercher. Vous étiez là, vous avez applaudi, ainsi que la garde des Sceaux, qui d'ailleurs n'est pas du tout convaincante dans la réponse qu'elle a donnée tout à l'heure. Vous étiez là. Alors, Monsieur le Premier ministre, alors que vos proches sont aujourd'hui directement sans doute impliqués, on verra ce que dira l'enquête, mais en tout cas ils ont démissionné, pouvez-vous nous dire, les yeux dans les yeux, quel niveau d'information vous avez, vous, sur l'affaire Benalla? Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gosselin, vous m'interrogez sur ce que vous appelez l'affaire Benalla, c'est-à-dire les agissements d'une personne, d'un homme, qui a travaillé à l'Élysée. Je vais vous répondre, Monsieur Gosselin. De quelqu'un qui a donc travaillé à l'Élysée. Et vous nous dites que les éventuelles, car après tout elles ne sont pas jugées, mais les éventuelles illégalités qui auraient été commises par cet homme seraient constitutives d'une affaire d'État. Je vais vous dire, au fond, les choses le plus simplement possible, Monsieur Gosselin. Dans ces affaires, la justice s'est saisie plusieurs fois. Preuve, vous en conviendrez, qu'elle agit de façon totalement indépendante et qu'elle veut établir les faits pour ensuite, le cas échéant, vous êtes un juriste avisé, pour ensuite, le cas échéant, les sanctionner. Nous n'avons, Monsieur le député, aucun problème avec cela. La justice fait son travail et si elle détermine que des actes illégaux ont été commis, elle prononcera des sanctions et je n'ai, Monsieur le député, aucun problème avec ça. Aucun. Et d'ailleurs, pour ma part, mais Monsieur Jacob, vous semblez vous offusquer de ma réponse alors que dans la question de Monsieur le député, on laisse à penser que nous couvririons des choses, que nous cacherions des choses. Eh bien non, Monsieur le Président Jacob. Et vous pouvez me pointer du doigt, il n'en est rien. Nous faisons la transparence et la justice prononcera, le cas échéant, les condamnations qui s'imposent. Et c'est très bien ainsi, je vous le dis, comme je le pense. Puisque vous m'interrogez sur la situation personnelle d'un certain nombre de fonctionnaires qui travaillent ou qui ont travaillé à mes côtés. Lorsque la presse, Monsieur le député, est venue interroger Matignon sur des allégations car elles n'étaient pas démontrées, en nous disant « quelqu'un qui travaille avec vous
se serait rendu coupable de tel acte. Nous avons fait les diligences immédiatement qu'imposaient les questionnements qui étaient évoqués par la presse. Ces diligences... Mais vous savez, parfois, quand je vous réponds, j'ai l'impression qu'au fond, la réponse ne vous intéresse pas. Et ça me désole, parce que j'essaie de dire les choses clairement. Nous avons donc, monsieur le député, procédé à l'ensemble des diligences. La prochaine fois, vous serez Quand sanctionné. ces diligences ont été effectuées, nous avons donné les réponses aux journalistes qui nous interrogeaient. Comme ces diligences imposaient que nous prenions un certain nombre de vérifications et que nous déclassifions un certain nombre de décisions qui étaient jusqu'à présent classées, nous avons transmis au parquet de Paris les éléments que nous avions communiqués à la presse. Pour une raison très simple, monsieur le député, c'est que si nous ne l'avions pas fait, vous auriez à juste titre, dénoncé le fait que nous ne transmettions pas à la justice des éléments que nous avions en notre possession et qui étaient susceptibles d'intéresser le déroulement d'une affaire judiciaire. Nous avons fait, monsieur le député, en la matière, toute la transparence. Matignon répondra à toutes les questions en toute transparence, dans le respect de l'indépendance de la justice, je vous le garantis, je vous l'assure. J'y tiens, comme je tiens, monsieur le député, à ne pas accuser et à ne pas charger des fonctionnaires de l'État qui ont pris la décision pour éviter la rumeur ou le soupçon, en l'occurrence, de se mettre en retrait de leur activité. Je pense en effet à la fonctionnaire de police, à la commissaire de police qui dirigeait le service de sécurité de Matignon. Sa décision à elle, monsieur le député, est à son honneur. Et je n'accepte pas, je vous le dis d'ailleurs, vous ne l'avez pas fait, mais je n'accepte pas qu'on la mette en cause dans cette affaire, car elle a pris une décision qui honore sa fonction, en considérant que la polémique où son conjoint était mis en cause lui interdisait de poursuivre ses fonctions. Je crois, monsieur le député, que vous et moi, nous pouvons nous accorder sur le fait que, ce faisant, elle a montré une très grande conscience et un très haut niveau d'exigence sur ce que peut être sa fonction. Merci, monsieur le Premier ministre. S'il vous plaît, la parole est à monsieur Louis Alliot. Monsieur le Président, permettez-moi d'étendre l'atmosphère et de saluer la performance de nos rugbymen. La parole est à madame Mathilde Panot. Monsieur le Premier ministre, les Russes, les Russes, les Russes. Le président les voit derrière les gilets jaunes, il les voit manipuler toutes les élections. Derrière chaque opposant, il voit les Russes. Mais les Russes à l'Élysée, il ne les voit pas. Macron n'a pas vu que son protégé Alexandre Benalla avait négocié dans son palais un contrat de sécurité avec 2 milliardaires proches de Vladimir Poutine. Notre président a le complotisme mal placé. Il voit une conspiration dans la rue alors que la Russie est apparemment bien introduite dans les salons de l'Élysée. Comment est-il possible que des membres de l'équipe présidentielle négocient des contrats juteux avec des oligarques russes? La France doit tenir plus que tout à son indépendance nationale. Pourquoi Alexandre Benalla, proche du président, entretient-il des relations avec des proches de Poutine aux liens obscurs avec la mafia? Des explications doivent être fournies immédiatement et sans délai à la représentation nationale et au peuple français, monsieur le Premier ministre. Muni de son passeport diplomatique et accompagné d'un homme d'affaires lié à Israël et au Qatar, monsieur Benalla s'est rendu au Tchad en novembre dernier. Négociait-il pour la France? Pour les Russes? Qui parle quand monsieur Benalla s'entretient avec le président tchadien? Le barbouze ou le diplomate de pacotille? La semaine dernière, l'armée française a frappé au Tchad sans débat ici. La France insoumise demande la transparence. C'est l'intérêt de la patrie qui est en jeu. Le cas Benalla fait peser l'ombre du soupçon sur les pratiques du pouvoir de notre président, auquel notre Constitution permet tous les égarements. S'il y a un seul responsable, disait Emmanuel Macron en juillet, c'est lui et lui seul. Ma question est simple, monsieur le Premier ministre. Allez-vous demander au président de la République de faire la lumière sur ces arrangements mafieux ou son silence est-il coupable? La parole est à madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Monsieur le Président, Mesdames les députés, Messieurs les députés, Madame la députée Panot, en posant la question que vous venez d'énoncer, au fond, vous faites ici référence à sans doute ce qui constitue une dérive personnelle d'un personnage qui a joué un rôle important. Et Monsieur je crois Ruffin. que votre question est actuellement traitée par la justice. Je voudrais en effet dire qu'il y a actuellement sur ce sujet 3 enquêtes qui sont en cours. Il y a une première information judiciaire qui est liée aux événements survenus place de la Contrescarpe, les événements qui sont liés à la manifestation du 1er mai. Il y a ensuite une deuxième enquête qui a été ouverte par le procureur de Paris pour atteinte à la protection de la vie privée à la suite d'une lettre qui a été adressée par le Premier ministre au procureur de Paris. Il y a une 3e enquête qui est ouverte sur le sujet précisément dont vous parlez et qui est portée par le parquet national financier. Elle a été réouverte récemment à l'issue des événements que vous venez d'évoquer. Donc, Madame la députée, il y a de ce point de vue tous les éléments pour que la justice soit réellement en mesure de porter des réponses pertinentes au sujet que vous évoquez. Si vous le voulez bien, nous attendrons ce que la justice va dire avant d'incriminer d'autres types de solutions. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Comme vous, je fais confiance à la justice. Merci, Madame La parole la garde est à des monsieur Sceaux. Hugues Rançon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, l'Italie est un pays ami, l'Italie est un pays frère. La relation franco-italienne est ancienne, elle est riche. La culture, l'histoire, les relations économiques lient nos 2 pays qui, depuis les débuts de la construction européenne, avancent main dans la main. Or, depuis quelques mois, cette amitié solide et cette communauté de destin sont mises à mal. Mises à mal par des ingérences, des attaques sans fondement, mises à mal par des déclarations outrancières de la part de plusieurs membres du gouvernement italien. À chaque fois, vous avez condamné ces propos inacceptables. Mais mardi dernier, M. Luigi Di Maio a franchi un pas supplémentaire en se rendant en France, sans respecter les formes ni les usages diplomatiques et en apportant publiquement son soutien à des individus qui avaient appelé au renversement du gouvernement par l'armée. C'est aussi grave qu'inédit. Face à ces provocations sans précédent dans l'histoire de l'Union européenne, vous avez décidé de rappeler à Paris l'ambassadeur de France. Si nous saluons cette fermeté qui est juste, il est nécessaire d'entrer dans une phase d'apaisement et de retrouver un dialogue où nos divergences réelles peuvent s'exprimer dans le respect. Car la coopération franco-italienne est indispensable pour relever nos défis communs et notamment le défi européen, l'Europe à laquelle nous croyons, l'Europe qui protège nos peuples, ne pouvant être celle des crispations, des tensions ou du repli identitaire. Alors, Monsieur le Ministre, pourriez-vous, dans ce contexte, nous indiquer comment la France compte renouer avec cette relation d'amitié si précieuse et attendue à la fois en Italie et en France? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Oui, Monsieur le vice-président Hugues Rançon, vous avez raison de rappeler la force de l'amitié, de l'histoire commune que nous avons avec ce grand pays qu'est l'Italie. Vous avez raison aussi de rappeler l'importance des échanges que nous avons avec le peuple italien, qu'ils soient culturels, qu'ils soient économiques, qu'ils soient industriels. La coopération industrielle entre la France et l'Italie est considérable et nous souhaitons que cette relation historique perdure. Malheureusement, notre pays a été instrumentalisé depuis quelques mois par le débat de politique intérieure italien. Nous le regrettons. Jusqu'à présent, nous avions eu des observations mesurées. Nous avions invité l'ambassadrice d'Italie en France à venir nous rencontrer pour lui dire qu'il fallait éviter de franchir un certain nombre de bornes. Et là, le
président du Conseil, M. Di Maio, a franchi une étape lourde que vous avez évoquée, venant inopinément en France et ayant cru bon de rencontrer un représentant des Gilets jaunes qui, par ailleurs, avait fait des déclarations appelant au renforcement de la guerre civile en France et un renversement du gouvernement par l'armée. Voilà. Alors là, évidemment, c'est une véritable provocation et nous avons rappelé notre ambassadeur. C'est une mesure temporaire, permettant, nous l'espérons, les explications nécessaires. La France veut que les relations entre l'Italie et notre pays puissent retrouver un cours normal. Pour cela, il faut un impératif, c'est le respect mutuel. Et quand les conditions du respect mutuel seront